Un jour, une porte est apparue dans le monde. Un phénomène similaire est observé aux quatre coins du monde. Un phénomène omniprésent et inoffensif pour le corps humain. Mais leur objectif exact n'a jamais été révélé. Et le nombre de citoyens exprimant leur inquiétude continue d'augmenter. Pendant ce temps, dans les milieux scientifiques, chacun cherche à savoir si ce phénomène est lié à l'apparition et à la disparition malheureuse de monstres. Quelque part, les déménageurs ont fini de charger. La femme a dit à l'homme que c'était le dernier set de cuisine et qu'elle avait une boîte dans les mains. L'homme a répondu qu'il était encore temps pour qu'il puisse faire une pause. La femme s'est retournée et a demandé à quelqu'un s'il avait entendu. Le jeune homme, tenant la boîte sur le relais, a répondu qu'il avait compris. L'homme a alors demandé à nouveau le nom du gars. Il s'appelait Eugène. Puis l'a répété à nouveau, auquel il a dit qu'il n'avait déplacé que la dernière boîte. L'homme a alors jeté une bouteille dans les mains du gars et lui a demandé si c'était dur pour lui. Et la femme a remarqué que le jeune homme était si diligent et combien ses mains étaient fortes. Eugène se contenta de rire maladroitement en réponse, ouvrant sa bouteille d'eau. L'homme lui a demandé pourquoi il travaillait ici à temps partiel, s'il devait payer ses études universitaires ou quoi, ce à quoi Eugène a répondu qu'il payait les études de son frère. Et puis il a dit que leurs parents sont morts prématurément, qu'ils n'avaient que l'un l'autre, et donc il a dû quitter l'université et aller travailler. La femme s'est exclamée qu'il avait tant souffert. Le gars a dit qu'il n'y avait pas de tourment, puis a sorti son téléphone, montrant une photo de son frère. La femme a remarqué que le frère du gars était si beau et soigné, et Eugène a dit qu'il était aussi plus grand que lui. Et puis Eugène a commencé à faire l'éloge de son frère. Eugène parlait avec enthousiasme de son frère, et l'homme remarquait qu'il devenait toujours ainsi chaque fois qu'on parlait de son frère. Eugène sourit joyeusement et dit qu'aujourd'hui ses cours de grade se terminaient également. C'est pourquoi, après le travail, il ira immédiatement chez lui pour manger de la viande. Pendant ce temps, le frère d'Eugène était assis près de la fenêtre du bus. Il regarda par la fenêtre où le soleil se couchait déjà. La même porte était visible au-dessus du pont. Eugène a déclaré que le travail avait augmenté en raison du déménagement. Et puis, il a dit que tout cela était pour la prospérité de ses patrons. Et la femme a remarqué qu'il parlait aussi magnifiquement. Et l'homme a dit que tout cela était à cause de cette chose, et a regardé par la fenêtre du camion. Eugène a également regardé par la fenêtre, demandant ce qu'était cette chose, et l'homme a dit qu'il parlait de cette chose et a pointé son doigt vers la porte. Elle a dit que beaucoup de gens déménagent maintenant à cause de cette chose, parce que cela les rend malades. J'aimerais savoir ce que c'est. En se penchant hors de la voiture, Eugène a remarqué que son frère avait dit qu'il avait aussi ça sur le chemin de l'école. La femme a demandé si c'était quelque chose de bien, si cela valait la peine d'acheter une maison ici. L'homme et la femme continuèrent à parler, mais Eugène releva ensuite la tête. Et il a demandé si ça avait toujours été cette couleur. Il s'est avéré que le portail brillait désormais d'une lumière rouge, au lieu du bleu habituel. Et puis le camion s'est arrêté brusquement. L'homme et la femme se sont immédiatement demandé ce que c'était, si quelqu'un les avait percutés. Eugène s'est dépêché de sortir de la voiture pour vérifier ses affaires. En sortant de la voiture, il remarqua qu'une sorte de créature ressemblant à un oiseau était assise sur le camion. De la bave coulait de sa bouche. La remarquant, Eugène se figea sous le choc et l'oiseau tourna son regard vers lui. Et puis elle a crié fort, puis s'est dépêchée de courir droit sur le gars. Eugène a réussi à esquiver, tombant sur l'asphalte, et le monstre s'est écrasé dans la voiture, arrachant la portière. Le monstre est monté dans la cabane et a attaqué les gens qui s'y trouvaient, les faisant crier de peur. Les cris ont continué à se faire entendre et Eugène s'est assis par terre, incapable de faire quoi que ce soit à cause de la peur. Il s'est avéré que ces monstres ont volé hors de la porte, provoquant la panique des gens. Il s'est avéré que la porte était reliée au donjon, un autre monde. À travers ces portes, les monstres qui en sortaient entraient dans le monde. Un donjon non nettoyé et abandonné éclate lorsqu'il atteint un débordement. Dungeon Breakout est le moment où le donjon est déchiré et où des bêtes démoniaques en sortent. Et dans un état de frappe de donjons qui se sont produites simultanément, des centaines de personnes ont été blessées dans leur seul pays. Beaucoup sont mortes. Eugène se leva d'un bond et attrapa une sorte de bâton de fer. En s'approchant, il cria au lézard de sortir de là immédiatement. Il était sur le point de la menacer avec son bâton, mais il remarqua quelque chose. Il s'est avéré que les mains fortes de quelqu'un ont serré les mâchoires du monstre. Et, étonnamment, c'était le patron d'Eugène. La femme a crié à son mari de profiter du moment et de sortir, et l'homme lui a demandé ce qui n'allait pas avec ses mains. La femme a répondu qu'elle ne le savait pas non plus, que le pouvoir apparaissait tout seul et que les gens apparaissaient
éveillés, qu'ils avaient des capacités lorsqu'ils rencontrèrent des monstres. Ils devinrent des chasseurs de monstres. C'étaient eux qui étaient destinés à nettoyer les donjons. Le chasseur devint bientôt l'un des métiers les plus populaires. Pendant ce temps, le même monstre gisait sur le pont et tout son corps était en feu. Les gens regardèrent quelqu'un avec admiration et choc. Un jeune homme se tenait sur le cadavre de l'oiseau. Sa chemise était en lambeaux. Une flamme noire comme du sang brûlait de ses paumes. Il s'est avéré que c'est ce jour-là qu'Oliver, le frère d'Eugène, est devenu un chasseur de classe S, dont le nombre dans le monde peut se compter sur une seule main. 8 ans se sont écoulés depuis ce jour. La jeune fille leva la main et une lueur verte brillait au-dessus de sa paume, dans laquelle il était à la mode de voir des cercles, et elle demanda s'il voyait quelque chose. La journaliste a déclaré qu'elle ne pouvait rien voir, et la jeune fille a répondu qu'il s'agissait d'une fenêtre d'état qu'elle seule pouvait voir. Elle a dit qu'au début, elle s'était demandé si elle s'était laissée prendre au jeu. Et puis elle a dit que dans cette fenêtre de statut, il y avait une liste de compétences qu'elle pouvait utiliser. Et puis elle a appuyé ses paumes sur le sol, et des racines se sont propagées de ses mains dans toutes les directions. Des arbres étaient dispersés dans la pièce, et la journaliste lui a demandé si elle pouvait vraiment sauver des personnes avec cette capacité. Le journaliste a raconté qu'il y a 8 ans, pendant le cachot, la jeune fille cherchait du travail. En éveillant le talent de la vigne en bois, elle a sauvé les citoyens de la chute d'un bâtiment. La fille a ri et a dit qu'elle était alors pressée et qu'elle ne l'avait pas remarqué. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait ensuite choisi le métier de chasseur et qu'elle nettoyait désormais des donjons au sein d'une petite guilde. Une autre femme a dit que les objets supplémentaires qu'elle obtient des donjons coûtent également de l'argent, que c'est un peu dangereux, mais c'est mieux que n'importe quel autre travail, et que les donjons de qualité A peuvent être considérés comme une mine d'or. Un nouveau matériau issu des donjons qui n'existaient pas auparavant dans le monde sont les pierres magiques. Leur coût varie de plusieurs centaines à plusieurs milliards. Et les chasseurs reçoivent beaucoup d'argent pour ces pierres, en particulier pour les pierres provenant de donjons de haut rang. Un chasseur particulièrement célèbre dans leur pays est Oliver, qui était encore écolier au moment du réveil. Il a perdu ses parents lorsqu'il était enfant et a grandi dans la pauvreté. Après son réveil, il a fondé la Guilde des Abysses et prend la place du plus jeune chef de la guilde. Il a actuellement 25 ans et on dit que son état dépasse l'imagination. Le journaliste a demandé à la jeune fille si elle était également devenue riche, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'était qu'une classe E. Et puis elle a dit que si elle continuait à travailler, elle économiserait de l'argent et qu'elle aimerait économiser de l'argent pour l'éducation des plus jeunes. C'était la dernière interview de cette chasseuse. Elle est morte en nettoyant le donjon. Elle n'a pas été transportée d'urgence à l'hôpital aujourd'hui à l'aube, mais n'a pas pu se rétablir. Les informations disaient que, aussi attrayant que soit le métier de chasseur, il était également dangereux. Le gaz était assis, la tête baissée, des bouteilles d'alcool vides traînaient autour de lui. Pendant ce temps, une foule de gens s'était accumulée près de la porte suivante. Un type a appelé un homme et lui a ensuite demandé pourquoi il avait amené un tel homme avec lui. Il s'est avéré qu'il parlait d'Eugène, qui était un chasseur de classe F, surnommé éducateur, avec des béquilles posées à côté de lui. En enlevant le masque de son visage, Eugène remarqua qu'il était célèbre. Et puis il a dit au gars d'être indulgent, parce qu'il en vit aussi, mais cela n'a pas adouci le gars. L'homme posa sa main sur l'épaule du gars et lui dit que peu de chasseurs réagiraient à une si petite récompense. Mais le gars a répondu qu'il était un aimant à problème, parce que tous les autres qui étaient avec lui étaient en train de mourir. Eugène a commencé à se frotter nerveusement les mains lorsque le gars a dit qu'il avait même été abandonné par son incomparable jeune frère. Il fouilla dans son téléphone pour trouver un article disant qu'il ne lui avait même jamais rendu visite lorsque sa jambe était réduite en poudre. Mais ensuite, Eugène se leva et attrapa le col du gars. Et puis, il lui a déjà dit de se taire. Avec un regard fou, il a déclaré que cela ne le concernait ni lui ni personne d'autre. Le gars a levé les mains et a demandé à Eugène s'il était en colère. Et puis, il lui a donné un coup de pied dans la poitrine, lui demandant où il avait perdu sa peur pour attaquer comme ça. Et voilà qu'Eugène était saisi par le col. Le gars lui a demandé s'il sentait la différence de force. Et puis, il a dit que certains gradés n'osaient pas aller au fond de lui. Jetant Eugène à terre, il lui dit de se plaindre à son frère si c'était si offensant. Assis par terre, Eugène leva la main, s'éclaircissant la gorge. Puis quelqu'un lui tendit la main, d'où apparurent des cercles magiques jaunes. La main de l'homme brillait sur le genou d'Eugène alors qu'il commençait à le soigner. Il a dit qu'il avait renforcé le cadre. C'est sa capacité. Et bien qu'il ne puisse pas guérir sa jambe, mais pendant quelques heures,
il pourra la déplacer facilement. Et puis, il a dit au gars de ne pas prendre ses mots à cœur, car cela n'avait absolument aucun sens. L'homme a continué en disant qu'il était de classe F, donc qu'il devrait compter sur quelqu'un d'une manière ou d'une autre, et qu'il devait donc simplement être patient. Et en réponse à cela, Eugène leva la tête et sourit vivement à l'homme. Prenant la main de l'homme pour se lever, l'homme a dit qu'il était déjà reconnaissant qu'il l'emmène avec eux. Eugène dit cordialement que son patron travaillait très dur pour les réconcilier tous. En réponse, l'homme sourit maladroitement, le remercia et lui dit que, comme prévu, il était le seul à l'avoir remarqué. Eugène a simplement regardé le visage de l'homme avec un sourire et il a lui-même pensé qu'il avait été attrapé. Eugène commença à se lever. Il baissa la main pour ramasser sa casquette qui gisait par terre et soudain des cris se firent entendre quelque part. Il s'est avéré que c'était un homme qui a frappé l'arrière de la tête du gars qui intimidait Eugene, en lui criant d'arrêter parce que Gene était extrêmement rapide et qu'il n'était pas étranger au donjon. S'appuyant sur ses béquilles, Eugène leva la main un peu plus haut et un hexagone bleu brillait au-dessus de sa paume, et le gars utilisa mentalement le contrôle d'éducation objet. Une fenêtre apparut au-dessus de la tête de l'homme, l'informant que le chef de la guilde, Scott, avait été ajouté aux objets pédagogiques. La guilde était déjà allée au donjon, et Eugène, en se rapprochant, pensa que tous ces surnoms étaient peut-être vrais. Après tout, il avait toujours survécu grâce à cette compétence. Les hommes entrèrent dans le donjon, qui parut longtemps abandonné, avec des vignes s'étendant le long des anciens murs de pierre. Des monstres ressemblant à des chauves-souris surgirent soudain des profondeurs de la pièce. Les gens se sont immédiatement précipités à l'attaque, attaquant les monstres avec des explosions. Certains se sont défendus avec un bouclier. À l'arrière se tenaient des personnes dotées de capacités de soutien qui guérissaient et renforçaient les autres à distance. Quelqu'un a dit qu'il ne devrait pas baisser la garde, ce à quoi quelqu'un d'autre a répondu qu'il s'agissait d'un donjon de classe D. Quelqu'un d'incroyable ne pouvait pas sortir d'ici. Il y avait déjà des monstres morts gisant sur le sol quand quelqu'un a dit qu'il tremblait, rien qu'à la vue de telles créatures. Le corps du monstre s'est soudainement dissous, laissant derrière lui une petite pierre brillante qui gisait dans une mare de sang. Scott ramassa la pierre. Notant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il gagne autant, un gars s'approcha de lui et lui dit qu'avec cette taille, même une pierre de rang D coûterait cher. Et puis, il a crié à Eugène qu'il exploitait avec une pioche, et il lui a rappelé que 80% de sa production irait à la commission. Eugène se retourna, tenant un petit caillou dans ses mains, et il dit qu'il n'y avait rien de plus grave que ce gaspillage. À quoi ils ont répondu que les pierres magiques de leur monstre sont leur proie, et s'il ne veut pas mourir de faim, alors laissez-le creuser avec diligence. Eugene avait l'impression d'être Cendrillon commandé par ses sœurs aînées, et le gars a continué en disant que s'il était surpris en train de cacher quelque chose, il serait déshabillé et mis au pilori. Et pourtant, Eugène a commencé à marteler avec diligence la pioche sur la pierre. A-t-il juré, disant que ces salauds l'utilisaient pour une main-d'œuvre bon marché. Il a commencé à chanter pour se divertir, mais il chantait sur le fait qu'il n'était pas différent de Cendrillon. Le gars s'est arrêté en chantant tristement qu'il était un jeune orphelin. Et puis il a pensé qu'il avait perdu ses parents. Même son jeune frère s'est détourné de lui, et après s'être réveillé, il a quitté la maison. Et il ne l'a pas écouté quand il lui a demandé d'arrêter, quand il lui a dit que c'était dangereux. Et pendant que Eugène était dans l'armée, son frère Oliver rassembla des chasseurs autour de lui et créa la guilde Abyss. Alors que les Abysses devenaient reconnus comme la guilde la plus puissante du pays, Oliver devint de plus en plus inaccessible, et Eugène, abandonné, resta derrière lui. La tête d'Eugène était remplie de pensées sur ce qui pourrait arriver si lui aussi se réveillait, comme il voulait se réveiller. Après avoir dépensé tout l'argent qui lui restait après avoir quitté son emploi, il a trouvé un courtier qui lui a promis de le réveiller. Il tomba sous le charme de leur promesse flatteuse qu'il prendrait soin de lui. Car étant un frère de classe, il fit beaucoup de sales actions. Après quoi, bien que tard, il se réveilla. Mais il ne se réveilla qu'avec un rang élevé. Les gens commencèrent à chuchoter, discutant du fait qu'Eugène suppliait d'être accepté dans les Abysses. Quelqu'un lui a dit qu'il le croyait, puisqu'il se faisait appeler le frère aîné des Abysses. Il le soutenait. Alors maintenant, il devait les dédommager pour tout. Le nom d'Eugène était désormais toujours entendu dans la presse, et lui-même tomba dans un gouffre de dettes. Oliver est venu le voir un jour et lui a demandé combien de temps il lui ferait nettoyer après lui. Il dit que son surnom, reçu au réveil, est celui d'éducateur, car il a éduqué la classe. Oliver lui a demandé s'il avait honte d'un tel surnom. Se penchant vers son oreille,
il dit qu'il n'était pas un professeur, mais quelqu'un qui ne faisait que l'enchaîner les mains et les pieds. Eugène a été blessé à maintes reprises dans le donjon. Il ne pouvait même plus utiliser sa jambe, et Oliver a refusé de l'aider, lui apportant l'aide d'un guérisseur. Oliver a dit que tout se passerait bien, car il n'aurait plus de problème dans les donjons. Se retournant, il a demandé à son frère de vivre tranquillement désormais et d'arrêter de lui enchaîner les bras et les jambes. Pendant ce temps, Eugène, se livrant à ses souvenirs, frappa le sol avec une pioche. Il y avait une expression vide sur son visage, alors qu'il s'arrêtait et regardait le sol. En soupirant, il dit doucement qu'il méritait d'être abandonné. Après tout, il est le frère aîné faible d'un magnifique chasseur de classe S. C'est un parasite essayant d'en tirer tous les bénéfices, et ce n'est pas une illusion. Et le fait qu'il soit honnête, survivant constamment dans des cachots où les gens meurent constamment, n'est pas son mérite. Ce n'est que grâce à ses compétences qu'il tire profit des autres. La capacité qui lui a été donnée au réveil lui a permis d'influencer son entourage. Il pouvait influencer ceux qui étaient aussi proches de lui que son bien-aimé, dont il prenait personnellement soin et élevait. Mais il pouvait aussi influencer les personnes avec lesquelles il rencontrait et devenait ami. S'il applique son mot de code à de tels sujets, alors ils deviennent ses élèves. Et après cela, il pouvait ajouter de petites améliorations à ses pupilles, ce qui était sa principale compétence. Eugène réfléchit à la façon dont il pourrait survivre avec quelque chose comme ça au fond, même s'il n'était qu'un pur support. Ce n'est qu'une sauterelle des cavernes, un parasite qui a survécu seul même lorsque tous les autres membres de l'équipe sont morts. Mais il n'a pas survécu parce qu'il avait de la chance, ni parce qu'il était à l'arrière. En fait, l'éducateur possède une autre compétence cachée qui l'a sauvé à chaque crise. Soudain, une notification retentit au-dessus de l'oreille d'Eugène, l'informant que l'effet du titre d'éducateur se manifestait et que la compétence supplémentaire, rétribution finale, était lancée. Le gars ne s'attendait pas à ce que ses compétences fonctionnent, mais immédiatement un message est apparu selon lequel les compétences et les capacités de l'objet de l'éducation étaient transférées 2 fois plus. Et les mains du gars qui tenait dans la pioche ont soudainement brillé d'une lumière vive. Eugene a regardé ses mains et s'est rendu compte que le pouvoir coulait dans son corps, et c'était précisément la capacité de son patron. Un cercle magique brillait au-dessus de ses paumes, indiquant qu'il s'agissait d'une capacité améliorée. Eugène jeta la pioche au sol et attrapa ses béquilles, puis il courut rapidement en avant, ne comprenant pas comment cela était possible dans un donjon de classe D. La compétence cachée, rétribution finale, signifie que les capacités et les compétences de l'élève qu'il a améliorées sont temporairement transférées à Eugène avec vengeance. Si sa vitesse était de 100, il peut désormais courir à une vitesse de 200. C'est grâce à cette compétence qu'il a constamment survécu. Eugene s'arrêta, marchant lourdement sur le sol, et il pensa que c'était une compétence incroyablement mauvaise. Il ouvrit le menu de ses compétences, et cette compétence était difficile en raison des conditions de son activation. Après tout, la condition pour activer cette compétence est la mort de l'objet. Et puisque cette capacité est désormais activée, cela signifie que Scott devrait déjà être mort. Eugène s'avança de nouveau et, avec son pied, il marcha sur quelque chose de rouge. Relevant la tête, il vit le corps sans vie de Scott gisant au sol. Il y avait du sang tout autour. Les cris de quelqu'un se firent entendre, ce qui fit se retourner Eugène. Il s'est avéré que ces cris appartenaient au gars qui l'avait intimidé plus tôt. Mais maintenant, ce type était dans la bouche d'une des têtes d'un énorme lézard. Mais le gars était toujours en vie. Même si sa main avait été arrachée, il a dit faiblement que c'était impossible, car c'était un donjon de rang D. Et puis il a crié que c'était à cause de ce salaud, à cause de son mauvais présage. Tout ça parce qu'il s'était impliqué avec lui. Et puis les mâchoires du monstre se sont fermées, brisant les os et déchirant la chair du gars, le faisant pousser des cris déchirants et son sang coulant. En regardant le monstre, Eugène pensa qu'il s'agissait du roi des dragons du poison et des malédictions Rauchitas. Jusqu'à présent, personne n'a pu le vaincre, car il appartient à la famille des dragons de classe 1, ce qui signifie que l'élimination est impossible. Que fait un tel monstre ici? Remarquant une nouvelle victime, l'une des têtes du dragon se précipita vers Eugène, mais il réussit à s'enfuir, et donc les dents du monstre ne déchirèrent que sa veste. Le gars s'est dépêché d'utiliser la capacité amélioration des jambes, et ses jambes brillaient d'une lumière vive. Et maintenant, il courait encore plus vite, parvenant à s'éloigner du monstre et à se heurter à une sorte de crevasse. En continuant à courir, il pensa qu'il s'agissait d'une compétence d'amélioration d'un boss, et maintenant elle a un double effet. Il décida d'utiliser cette vitesse pour se cacher quelque part où le dragon ne pouvait pas entrer, il décida de s'échapper à tout prix.
Mais ensuite, le dragon a décidé de se frayer un chemin et, en agitant sa queue, il a cassé la pierre, arrêtant le gars. Eugène s'est arrêté juste devant le bord de la falaise résultant de l'impact. Mais le dragon ne se calma pas et, grognant bruyamment, il s'apprêtait à l'attaquer à nouveau. Réalisant qu'il n'avait nulle part où courir, Eugène décida d'essayer de bloquer le coup avec des béquilles, renforçant ainsi ses bras. Cependant, cela n'a pas réussi et le gars s'est envolé rapidement et ses béquilles se sont dispersées dans différentes directions. Il tomba éperdument au sol en poussant un bruit étranglé. Le sang commença à couler sur le sol. Le corps du gars tremblait alors qu'il regardait sa main qui était couverte de son sang. Il pensait qu'il n'était pas à la hauteur de ce dragon, même avec 2 fois la force de son supérieur. Le gars a commencé à se couvrir de souvenirs mourants. Il a vu comment le gars s'est tourné vers le patron pour lui dire qu'il essaierait de gagner du temps. Mais il n'eut pas le temps de finir, et le dragon le frappa avec sa queue, libérant son sang dans toutes les directions. Les jambes d'Eugène n'allèrent plus bien, et il pensait qu'il ne pourrait pas s'échapper comme ça. Pendant ce temps, le dragon s'approcha de lui, se préparant à le tuer. Ouvrant la bouche, il laissa échapper un rugissement monstrueusement fort, de la bave jaillissant de sa bouche dans toutes les directions. Eugène ferma étroitement les yeux, attendant avec peur sa mort douloureuse. Mais ensuite, quelque chose a volé dans le dragon et une énorme explosion a tonné au-dessus de sa tête. La silhouette de quelqu'un a attrapé le corps du gars et l'a éloigné du terrible monstre. Il s'est avéré que cet homme était le frère cadet d'Eugène, Oliver, qui tenait désormais son frère sur son épaule. Oliver a pris son frère à part, le plaçant derrière un rocher pour le garder en sécurité. Eugène lui a demandé ce qu'il faisait ici, ce à quoi le gars a seulement répondu qu'il devait rester en retrait. En réponse à cela, Eugène a seulement crié que même lui ne pouvait pas faire face au monstre à 3 têtes. Mais Oliver n'écouta pas l'avertissement de son frère aîné, mais se tourna sans crainte vers le dragon. Se penchant en avant, il dit quelque chose, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, activant sa compétence. Et la technique des feuilles de saule bleu a été activée et de nombreuses feuilles lumineuses ont commencé à tourbillonner à côté d'Oliver. S'éloignant du sol, il sauta en l'air et commença à se précipiter d'un côté à l'autre, frappant avec son épée. Saisissant fermement la lame, il activa une autre de ses compétences, et la lame de l'épée brillait d'une lumière sombre. D'un geste de la main, il étendit cette énergie sombre qui coulait de la lame de l'épée. Le gars leva les mains, pointant l'épée vers le monstre, et une énergie sombre tourbillonna autour de la lame de l'épée. Oliver lança un coup de poing, provoquant un flash violet vif qui illumina toute la zone. Toujours assis par terre, Eugène observait le combat avec intérêt, et il répondit que le gars était très rapide. En regardant son frère, qui avait une expression sérieuse et concentrée sur le visage, il pensa qu'il s'agissait d'une bataille de classe. Mais ensuite, le regard d'Oliver se tourna frénétiquement quelque part sur le côté, et il s'avéra qu'une autre tête de dragon y apparut, de la bouche de laquelle une sorte de liquide vert commença à émaner. Et puis cette tête a craché un entonnoir de ce liquide, mais Oliver a réussi à s'écarter à temps. Un cri se fit entendre d'Eugène, qui s'exclama qu'il s'agissait d'un poison mortel dont même une potion de guérison ne pouvait pas sauver. Pendant ce temps, ce même poison volait vers Eugène lui-même. En un clin d'œil, Oliver se retrouva devant son frère, activant son bouclier pour les protéger tous les deux du poison. Cependant, de petites gouttes de poison tombaient quand même sur le corps du gars. Eugène a appelé son frère avec peur, mais il a seulement regardé en avant avec sévérité, sortant à nouveau son épée. Le gars balança son épée, coupant 2 têtes de dragon d'un seul coup. Cependant, après ce coup, la lame commença à fondre avec un fort sifflement. Eugène regarda la lame de l'épée avec panique, ne comprenant pas pourquoi son frère était là. Oliver alla de nouveau voir le dragon pour le tuer, et Eugène se demanda s'il agissait de cette façon parce qu'il le protégeait et ne pouvait donc pas se battre librement. Conscient de cela, le gars se pencha en avant pour appeler son frère. En se retournant, Oliver a demandé au gars pourquoi il était retourné dans le donjon. Même une jambe cassée n'était pas suffisante pour l'arrêter. Le gars a crié qu'il grimpait sans connaître sa place, et à quoi tout cela avait conduit, combien de temps il prévoyait de le forcer à nettoyer après lui. Oliver lui a crié avec irritation qu'il lui avait déjà dit tant de fois de rester tranquille et de vivre tranquillement. Après quelques instants, Eugène demanda doucement s'il était vraiment venu ici juste pour dire ça. Se levant, il dit qu'il se demandait sans cesse pourquoi il était venu, et qu'il avait encore une fois peur d'être ligoté par lui. Oliver lui cria de retourner dans le coin. Tout à l'intérieur d'Eugène se figea, et il se demanda s'il pensait vraiment qu'il était venu pour le sauver simplement parce qu'il était son frère. Le dragon s'envola avec un grand cri lorsque Eugène demanda si son frère en avait marre de ça.
Il traîna lentement ses pieds sur le sol, avançant. Le gars a levé la main, sous laquelle brillait l'épée, et il a demandé si cela l'ennuyait que son frère aîné se mêle toujours, ne connaissant pas sa place. Eugène a dit que son frère n'aurait pas pu venir du tout, car tout aurait pu être fait plus simplement. En se retournant, Oliver lui a de nouveau crié de se retirer. Mais Eugène ne sembla pas l'entendre, et il courut simplement en avant avec une épée à la main. Courant vers le monstre, il enfonça son épée dans son corps. La tête du dragon se tourna vers lui quand Oliver lui demanda ce qu'il faisait. Eugène relâcha sa main et la lame tomba au sol, alors qu'il demandait si ce n'était pas ainsi que tout allait se terminer. Le gars a dit d'un air condamné qu'il le sauverait à nouveau et qu'il deviendrait ses chaînes, alors pourquoi ne pas le laisser mourir ici? Il fronça les sourcils, disant que pour lui, comme pour celui qui est mort dans le donjon, il n'y aurait même pas de funérailles. Et lui-même pensait qu'il était mortellement fatigué, puis il se demandait quand cela avait commencé. La gueule du dragon s'est envolée vers le gars quand il a dit que tout le monde serait content des abysses. Donc, il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Eugène se remit à tourner, se préparant à accepter sa mort. Oliver, avec un grand cri, se précipita rapidement. La main griffue du monstre se referma presque sur le corps d'Eugène alors qu'Oliver volait vers lui. Tout autour était illuminé par une explosion de l'énergie sombre du gars. Des gouttes de sang tombèrent au sol. Eugène ouvrit grand les yeux, réalisant qu'il ne ressentait pas de douleur. Puis il regarda sur le côté. Son frère gisait à côté de lui, le dos transpercé par les griffes du dragon, provoquant des taches de sang sur son pelage. Oliver et Eugène étaient des frères qui n'avaient personne d'autre. Et surtout, ils n'avaient plus personne après la mort de leurs parents. Le petit Olivier, regardant le visage sans vie de son frère, lui demanda s'il allait bien. Eugène regarda le garçon et lui sourit faiblement, disant que tout allait bien. Dans le monde entier, ils étaient les seuls à savoir l'un l'autre. Pendant ce temps, le sang commençait à couler de plus en plus souvent lorsqu'Oliver demandait à son frère s'il allait bien. Eugène regarda son frère, essayant de lui demander quelque chose, mais sa voix tremblait traîtreusement. Pendant ce temps, l'une des têtes du dragon était engloutie par les flammes. Le dragon, ressentant une douleur extraordinaire, ouvrit la gueule en émettant un rugissement assourdissant. En toussant, Oliver se leva pour dire à son frère que Rochitas s'endort toutes les 5 heures et que s'il se cache, il s'endormira. Respirant lourdement, Oliver se tourna pour regarder le monstre et dit faiblement à son frère de profiter du moment et de s'échapper. Eugène pensait que cela ne pouvait pas être le cas, car il ne lui avait jamais rendu visite à l'hôpital lorsque sa jambe avait été écrasée. Alors qu'il voulait juste l'aider, il le repoussa extrêmement froidement. Il l'a quitté, lui a dit de garder la tête baissée et de vivre tranquillement. Et puis il se demanda pourquoi son frère lui souriait maintenant en lui tendant une pierre. Le gars a mis la pierre dans la main d'Eugène, en disant qu'avec elle, il pourrait sortir. Et puis il se pencha lourdement en avant, tombant dans les bras de son frère, disant qu'il fallait d'abord soigner ses blessures. S'appuyant contre son frère, Oliver dit que cela ne servait à rien, et Eugène, entendant cela, se figea. Oliver regarda le visage de son frère avec un sourire, disant qu'il ne pourrait pas utiliser la pierre du portail. Et puis sa main relâcha son emprise et tomba. Le corps d'Oliver devint mou, sa tête tombant sur l'épaule du gars qui le tenait par les épaules. Quelques instants plus tard, Eugène a appelé son frère, et les lumières ont commencé à clignoter. Tout commença à être éclairé par la lumière de ces lumières, qui devenaient de plus en plus brillantes. Il y a eu des rapports selon lesquels l'effet éducateur se manifeste. La durée de la compétence supplémentaire dernier châtiment est de 1 heure. Les larmes d'Eugène coulaient librement alors que les compétences de son frère lui étaient transférées en éclairs lumineux. Un tourbillon d'éclairs brillants enveloppa Eugène, qui tenait le corps de son frère dans ses bras, tandis que le dragon se préparait à attaquer à nouveau. Et puis quelque chose a fait trembler le sol. L'énorme patte du dragon a touché le sol, le détruisant et secouant tout autour. Embrassé par la douce lueur bleue des feuilles bleues, Eugène, avec son frère dans ses bras, se leva puis vola plus haut. Lorsque le tremblement de terre a pris fin, il a atterri à nouveau au sol. En jurant, Eugène serra étroitement le corps sans vie d'Oliver contre lui. L'énergie sombre de son frère brillait autour de ses doigts. Et puis sa lame brillante est apparue de la poitrine d'Oliver. Eugène sortit l'arme et posa soigneusement le corps de son frère sur le sol. Il se pressa à nouveau contre lui, tendant l'arme devant lui, disant que même maintenant, il lui faisait ça. Le dragon enragé s'est précipité en avant, et le gars s'est seulement levé calmement. Alors que le dragon s'approchait encore plus, Eugène sursauta rapidement, frappant l'arme au cou. En baissant les yeux, il remarqua que c'était trop lent.
Et puis il a balancé sa lance, faisant éclairer tout autour de lui d'une lumière vive alors qu'il criait qu'il avait le double de la force de son incroyable frère. Eugène frappa et le dragon, saignant, commença à tomber au sol. Et encore une fois, des souvenirs ont commencé à pénétrer dans la tête du gars, et son frère a dit que depuis qu'il s'était éveillé au rang franc, il ne devrait pas le déranger. Il pensait le tenir à distance, encore plus loin que maintenant. Si son frère devenait son point faible, il le ciblerait définitivement. Pendant ce temps, Eugène se précipita à nouveau. Se relevant à nouveau, le dragon rencontra le gars avec un cri de colère, et il se contenta de s'éloigner de sa tête. Il sauta très haut, reculant sa main avec la lance, et puis il s'est mis à frapper. L'éducation de son frère est apparue dans son esprit, où il a dit à son subordonné de continuer à observer et à rendre compte. Il a déclaré qu'en devenant chasseur, son frère ne serait pas correctement protégé par la loi. Quand Eugene s'est retrouvé à l'hôpital, Oliver s'est reproché de ne pas avoir pu l'arrêter. Il a ordonné à ses subordonnés de s'occuper à tout prix de ces salauds pour avoir fait une telle chose à la jambe de son frère. Avec un éclair lumineux, Eugène s'envola, frappant la nourriture du dragon. Des souvenirs réapparurent, notamment celui du jour où il était venu demander de l'aide au médecin. Oliver a ordonné à ses subordonnés de faire croire qu'il était obligé de l'aider financièrement simplement parce qu'ils étaient frères. Oliver se pressa contre la fenêtre, disant doucement que ce serait mieux ainsi car il n'irait plus au cachot. Et puis il s'est assis épuisé sur le sol, s'excusant auprès de son frère et priant pour qu'il ne retourne plus au donjon. Finalement, tout dans le donjon devint silencieux. Il commença à pleuvoir, et Eugène se tenait à califourchon sur l'énorme carcasse d'un dragon désormais définitivement mort. Le gars sourit faiblement, demandant qui ce salaud pensait qu'il était, sans même dire un mot. Les larmes ont coulé sur les joues du gars quand il, appuyé sur la lance, a dit qu'il ne s'attendait pas à cela. Il l'a vraiment brisé, lui enchaînant les bras et les jambes. Il remarqua que le dernier châtiment touchait à sa fin. Et lorsque le temps sera écoulé, lui aussi mourra du poison des fluides internes de Rauchitus. Le gars a commencé à réfléchir à ce qu'il avait fait, si seulement il pouvait tout changer. Puis un message est apparu indiquant qu'une réalisation impossible s'était produite, il a tué le dragon. Un message est apparu indiquant que le titre légendaire Dragon Slayer était en cours de sortie. En récompense, vous recevrez 10 pierres de porte, 5 liquides de classe 1 achetés et une grande épée du dragon écarlate. Il distribue également une pierre de souhait qui peut réaliser n'importe quel souhait. Et une étrange pierre brillait devant le gars. Eugène le regarda frénétiquement, lui demandant s'il pouvait vraiment faire quelque chose. Puis il s'est précipité pour demander de ressusciter son frère, mais avant qu'il ait pu finir de parler, un message est apparu indiquant que la pierre ferait n'importe quoi sauf ressusciter les morts. Eugène tomba à genoux, tenant une pierre dans ses mains, et il demanda paniqué ce qu'il devrait alors souhaiter. Il se demandait s'il pourrait devenir plus fort qu'Oliver s'il le souhaitait. Il pourra devenir ce qu'il veut être depuis si longtemps, et peut-être même plus. Mais ensuite, il a demandé à la pierre du souhait de remonter le temps, de le ramener à l'époque où son jeune frère n'était pas encore mort. Eugène se leva, tenant la pierre dans ses mains. Il dit qu'il n'irait plus dans les cachots et qu'il vivrait tranquillement, alors qu'il la ramène à l'époque avant son réveil. Un message est apparu demandant au gars s'il était sûr de son désir. Le regard d'Eugène s'adoucit et il répondit qu'il en était sûr, son visage illuminé par la douce lumière de la pierre aux vœux. Et puis la pierre brillait encore plus et de la vapeur commençait à en émaner dans toutes les directions. Eugène ferma calmement les yeux, pensant que même s'il le regrettait, il ne permettrait pas qu'une telle chose se reproduise. Et l'instant d'après, Eugène se leva d'un bond, les yeux grands ouverts. Il s'est avéré qu'il n'était plus dans le donjon, mais qu'il était assis quelque part sur le canapé. En regardant autour de lui, il réalisa que c'était l'arrière de la guilde de son frère. Après avoir regardé son corps, il lui a demandé s'il était réellement revenu dans le passé. Sortant son téléphone, il regarda la date et remarqua qu'il avait remonté 5 ans en arrière, puis se demanda pourquoi il se trouvait dans le bâtiment Abyss. Et puis il réalisa qu'il était arrivé au jour où il trouva le courtier au réveil. Il y est allé, sans se douter qu'il s'agissait d'une fraude, a emporté de l'argent avec lui, et après avoir été capturé et entraîné dans les abysses, il a pensé qu'il pourrait rattraper son frère s'il se réveillait. Eugène appuya ses coudes sur le canapé, réalisant soudain qu'il viendrait ici maintenant. Et au même instant, les pas de quelqu'un se firent entendre devant la porte. Et puis la porte s'est ouverte, et le gars est entré dans la pièce et a raconté à son frère ce qu'il avait dit. Il lui a demandé combien il devait répéter encore pour ne pas se permettre de se retrouver ici.
Eugène regarda son frère, les yeux immédiatement humides. Un seul mot « revenu » résonna dans sa tête alors qu'il se précipitait vers le gars. Eugène se leva d'un bond, enveloppant son frère dans une étreinte. Ne comprenant rien, Oliver appela son frère. Eugène s'accrochait au gars, pensant à quel soulagement c'était qu'il soit en vie. Et puis, il a dit un léger « désolé ». Sans lever les yeux, Eugène dit que c'était de sa faute. Il s'était comporté de manière si déraisonnable. Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent légèrement, et le gars continua en disant qu'il était désolé pour les deux, pour tout. Toujours abasourdi, Oliver a demandé à Eugene s'il était sur le point d'avoir encore plus de problèmes, ce à quoi son frère a répondu que non. Et puis, il a posé sa main derrière la tête de son frère, et il a dit qu'il y pensait pendant qu'il marchait ici. Eugène posa sa main derrière la tête du gars et le rapprocha, lui disant qu'il n'avait que 20 ans maintenant. Et pendant tout ce temps, il a tellement souffert seul et dans la guilde, et lui, en tant que frère aîné, a mis beaucoup de temps à comprendre cela plus tôt. Se reculant pour regarder le visage de son frère, Eugène dit qu'il ne ferait plus autant d'histoires, qu'il ne lui donnerait plus de maux de tête. Ayant un peu récupéré de son choc, Oliver posa avec hésitation ses mains sur le dos de son frère, et il le remercia pour ses paroles. Rougissant un peu, Eugène pensa que c'était un tel soulagement, même s'il avait un peu honte à cet instant. Il était heureux qu'au moins maintenant tout puisse être restitué, et comme ils étaient le frère, qui n'avaient que l'un l'autre, ainsi ils le resteront. Eugène, s'éloignant à nouveau de son frère, posa sa main sur son épaule et lui dit avec un sourire joyeux qu'il l'aimait. Il pensait que maintenant il oublierait le réveil et les chasseurs. Il s'asseyait simplement tranquillement à sa place. Mais ensuite, un message est apparu indiquant que l'enregistrement d'Eugène éveillé était terminé. Il a été rapporté que les titres Dragon Slayer et Ideal Teacher ont été obtenus, que la compétence supplémentaire « Mon bébé est le meilleur » est en cours de lancement, et que le taux de croissance de l'élève d'Oliver a été doublé. Après un certain temps, il y avait une casserole sur la cuisinière dans laquelle on cuisait quelque chose, et une poêle à frire dans laquelle on faisait frire des œufs et du bacon. Oliver, qui portait un tablier, s'est tourné vers son frère et lui a dit que tout serait prêt dans un instant, alors laissez-le s'asseoir tranquillement. Eugène a répondu presque immédiatement, disant qu'il le ferait. Assis à table, le gars sentait cette atmosphère gênante qui le pesait. Plus tôt dans la journée, avant de remonter le temps, ils se sont à nouveau disputés et Eugène s'est enfui. En se retournant, le gars regarda le dos d'Oliver et pensa que c'était bien qu'ils aient fait la paix. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils dînent ensemble. Et puis, il pensa qu'il y avait quelque chose de plus important maintenant. Et il pointa son doigt quelque part en l'air, activant la fenêtre d'état. Il pensait qu'il ne s'attendait plus jamais à se réveiller, et pas de la même manière qu'avant. Il a également été surpris par cet étrange titre de Dragon Slayer de classe L. Il pensait qu'il avait dû le recevoir pour avoir tué Rausitus. Cependant, pourquoi tout ne s'est-il pas passé comme si l'incident ne s'était pas produit en remontant le temps? Et en plus, la classe L doit signifier légendaire, ce qui est même supérieur à la classe S, et Eugene a cliqué sur l'icône de ce rang. Et immédiatement, 4 icônes rondes ont volé de ce titre, qui appartenait à ses nouvelles compétences. Parmi ces compétences figuraient la résistance au poison, la résistance aux malédictions et la résistance à la peur, qui étaient toutes de classe L, ce qui donnait au gars une résistance au poison et aux malédictions de classe légendaire. Et il y avait aussi la compétence Rausitus Predator de classe SS. Évaluant ces nouvelles compétences, Eugène se demanda s'il était devenu plus fort en remontant le temps. Des images ont immédiatement commencé à lui venir à l'esprit sur la façon dont tout pouvait arriver maintenant. Dans les fantasmes du gars, Rausitus était si fort que même Oliver a admis qu'il ne pouvait pas le gérer et c'était la fin. Mais ensuite, lui, le grand Eugène, est apparu devant le gars, couvrant son frère de son corps. Souriant, Eugène se retourna et dit que son frère était arrivé. Donc tout allait bien maintenant. Et puis, il a dit que ce poison mortel n'était qu'une douche rafraîchissante pour un vrai chasseur. Et Oliver a été abasourdi par le sang-froid de son frère. Eugène pensait qu'il deviendrait désormais le chasseur le plus fort et qu'il pourrait vivre comme un roi. Et puis, il a grimpé avec enthousiasme dans la fenêtre de statut pour voir quelle classe il était devenu, s'attendant à une classe L ou S. Cependant, pour des classes aussi élevées, ses statistiques étaient trop faibles. Elles se situaient toutes à moins de 10 points. Le gars a noté avec agacement qu'il était redevenu une classe F et que la victoire sur le dragon ne lui serait pas possible. Il attrapa désespérément sa tête, la baissant vers la table, et pensa que son corps restait le même. Comment pouvait-il utiliser toutes ses compétences?
Regardant à nouveau par la fenêtre de statue, il pensa avec déception qu'il n'y avait rien d'inhabituel chez lui non plus dans cette vie. Ses compétences d'amélioration de l'agilité et de l'intelligence de classe E sont également similaires à ses compétences précédentes. Cependant, il remarqua que son titre « éducateur » avait été changé en classe L. En cliquant sur ce titre, il invoqua à nouveau 4 compétences surlignées en rouge. Ces compétences étaient la classe L, dernière gratitude, que, comme Eugène l'a décidé, il valait mieux ne pas utiliser. Mais les autres noms des compétences semblaient trop vils au gars. L'une d'elles était la compétence « Mon bébé est le meilleur », qui assurait une croissance accélérée de l'objet influencé par l'audition du mot de code. La durée d'action était de 3 jours. Eugène a estimé que cela ressemblait beaucoup au précédent « éducateur ». Et puis il fut surpris de remarquer que cette compétence accélérait la croissance du sujet jusqu'à 2 fois. Il cria de surprise à ce sujet, faisant se retourner Oliver. La compétence suivante était la compétence « Notre enfant est si incroyable », qui était activée en soutenant l'objet parental avec un mot de code devant plus de 5 êtres dotés d'une intelligence capable de percevoir les mots de code. Et puis les capacités et l'effet des compétences de l'objet d'éducation augmentent par rapport au nombre d'êtres vivants dotés d'intelligence, jusqu'à un maximum de 100%. Eugène pensait que s'il soutenait son frère devant 50 personnes, il deviendrait 1,5 fois plus fort, et s'il était devant 100, alors 2 fois plus. Et puis avec cette compétence, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il fasse de son frère le plus fort, et pas seulement lui, mais aussi les gens de sa guilde. Il a commencé à fantasmer sur la façon dont il élèverait les chasseurs les plus forts de ce monde et serait capable de nager dans l'argent et l'adoration pour être au sommet de ce monde. Cependant, il s'est avéré que le mot de code était le mot « amour ». Maintenant, Eugene a commencé à se cogner la tête sur la table, ne comprenant pas pourquoi on lui avait donné un mot de code aussi terrible. Mais ensuite, il s'est rendu compte que cela avait changé lors de sa déclaration d'amour à son frère. Ensuite, le gars a immédiatement pensé à ce qui se passerait s'il utilisait ce mot de code. Désespéré, il réalisa qu'il serait non seulement considéré comme étrange, mais qu'il serait également arrêté. Puis il a tristement pensé que toutes ses compétences, étant donné le mot de code, ne servaient à rien et qu'il ne pouvait pas les utiliser, même si les compétences étaient très bonnes. La dernière compétence que Jean a décidé d'examiner était la coupe prometteuse. Cette compétence lui permettait de contrôler la classe supposée de personnes non éveillées, et les objets sous l'influence du mot de code pouvaient s'éveiller avec des talents optimaux. Eugene chargea, réfléchissant à la manière dont il pourrait utiliser une telle compétence, tandis qu'Oliver finissait de préparer la nourriture et posait la poêle sur la table. Il mit du riz dans une petite assiette et la tendit à son frère, lui demandant s'il avait assez de riz. Eugène a accepté cette assiette avec joie, remerciant son frère, et a dit qu'il mangerait de tout avec plaisir, et Oliver, s'asseyant à table, a dit qu'il cuisinait avec ce qu'il avait, donc il ne sait pas comment cela s'est passé. Lorsque Eugène a essayé le premier bateau, son visage s'est immédiatement illuminé. Et puis il a dit doucement, ne croyant pas que c'était très savoureux, Oliver a répondu qu'il était alors content. Et puis, regardant son frère avec un sourire, il lui dit qu'il y en avait encore beaucoup et que, par conséquent, s'il en voulait plus, il pouvait demander en toute sécurité. Continuant à dévorer la cuisine d'Oliver, le gars a dit qu'il ne savait même pas que son frère était un si bon cuisinier. Oliver a répondu qu'il s'était amélioré au fil des années lorsqu'il cuisinait pour lui-même. Puis Eugene lui a demandé pourquoi il cuisinait pour lui-même, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Ce à quoi Oliver a répondu que c'était beaucoup plus sûr de cette façon. Il existe maintenant divers objets pour la désintoxication et l'élimination des malédictions. Mais avant qu'il ne l'était, en entendant cela, Eugène s'est figé. Après quelques instants, il demanda doucement à son frère s'il y avait des gens qui ajoutaient du yal à sa nourriture ou y jetaient des malédictions. Souriant tristement, Oliver a seulement dit qu'il jouait seul et qu'il était donc retenu. D'autres guildes se sont développées, en collusion avec de grandes entreprises, mais il n'est entré nulle part et a déclaré qu'il créerait sa propre guilde. Oliver a dit que ce serait beaucoup plus facile s'il entrait docilement dans la guilde appropriée, mais Eugène a ensuite attrapé son frère par les joues, le tournant vers lui et l'interrompant. Eugène a crié, demandant pourquoi lui, ce salaud, ne lui en avait jamais parlé jusqu'à présent. Oliver, en réponse, détourna le regard et dit à son frère de supprimer cette expression sur son visage, car il avait lui-même choisi cette voie. Et puis il a dit qu'une chose le tourmentait, à savoir qu'à cause de son comportement, leur relation s'était détériorée. Il le suivait et interférait avec lui dans toutes les affaires,
essayant de s'assurer qu'il n'attirait pas leur attention. Il s'éloignait constamment délibérément, peur qu'il touche son frère unique. Eugène posa la main sur l'épaule de son frère et s'exclama qu'il aurait dû le dire, ce à quoi il répondit qu'il ne voulait pas l'alourdir. Le sourire disparut du visage du gars lorsqu'il poursuivit en disant que plus tard, il lui semblait que l'homme qui l'avait emmené ne comprendrait pas. Et puis, il a dit qu'il s'était avéré qu'il s'était trompé, et il a tendu la main pour poser sa main sur celle qui reposait sur son épaule. Souriant à nouveau, Oliver a dit que son frère pensait toujours à lui et s'inquiétait pour lui, et il s'est également excusé et a dit qu'il l'aimait. Le gars sourit vivement et joyeusement, remerciant son frère de l'avoir dit, malgré son comportement cruel. Se sentant gêné d'être sur le point de pleurer, Eugène commença frénétiquement à mettre de la nourriture dans l'assiette de son frère, disant qu'il n'y avait aucune raison de le remercier, car c'était à cause de lui qu'il avait tant souffert. Ensuite, ils passèrent un agréable moment au dîner, et Eugène trouva que c'était bien de remonter le temps. C'était son meilleur choix dans la vie. Après un certain temps, le téléphone d'Oliver a sonné, le gars l'a regardé et lui a dit qu'il avait un travail et qu'il devait donc y aller. En se levant de table, il dit qu'il avait encore une chose à dire avant de partir. Enlevant son tablier, il a dit à son frère de supprimer le contact du courtier à son réveil, et Eugène a immédiatement pris son téléphone, et le gars a dit que de toute façon, maintenant le courtier ne lui répondrait pas, même s'il essayait de contacter. Tandis qu'Eugène supprimait le contact, il se demanda si cela signifiait que son frère s'était débarrassé de ses courtiers, et Oliver l'observa de près. Oliver jeta son manteau sur ses épaules et dit qu'il partirait maintenant. Eugène lui fit signe en disant qu'il s'occuperait du reste. Touchant la porte avec sa main, Oliver lui demanda de quoi il parlait. Puis il répondit que son frère n'irait nulle part ailleurs. En souriant, il lui a dit que désormais il vivrait ici et qu'il n'avait plus besoin d'aller nulle part. En entendant cela, Eugène se figea un peu frénétiquement, comprenant les paroles de son frère. Et puis il a crié, demandant ce que tout cela signifiait. Il ne pouvait plus sortir d'ici ? Oliver, le sourire aux lèvres, a simplement répondu que c'était dangereux dehors et qu'il ne pouvait donc pas sortir. Puis Eugène a dit qu'il se promenait très bien dans les environs le matin, qu'il n'y avait rien de dangereux. Se grattant le menton, le gars a répondu que la situation était différente de celle du matin. Comme ils sont à nouveau proches, il n'est plus aussi en sécurité qu'avant. Jusqu'à présent, tout allait bien pour lui car il le tenait à distance. Mais maintenant, ses ennemis vont le cibler. Qui sait quand il pourrait attenter à sa vie? Alors comment peut-il le laisser se promener seul? En écartant les bras, éclairé par une lumière vive, comme un ange descendant du ciel, Oliver dit que maintenant son frère ne serait qu'ici. Et la seconde suivante, Eugène sauta de sa chaise en criant qu'il était fou, et il courut rapidement vers la porte de sortie. Mais soudain, des barreaux apparurent immédiatement devant ses yeux, bloquant son chemin, le faisant crier de peur. Une voix vint de derrière, l'appelant par son nom, et Eugène cria à nouveau de peur. L'homme a remis au gars un document, et il a dit qu'ils avaient transporté ici tout ce qu'il avait demandé. Puis il lui a demandé de signer le document. Immédiatement, des gens sont apparus et ont commencé à apporter des cartons avec les affaires d'Eugène. Et Oliver a dit que même si son frère rentrait chez lui, il n'y avait rien là-bas. Maintenant, c'est sa maison, a crié Eugène effrayé, demandant à son frère ce qu'il avait fait ici. En réponse, le gars a seulement demandé ce qui n'allait pas. Puis il a dit qu'il avait lui-même dit que tout allait bien. Son frère s'est excusé, a dit qu'il l'aimait, a accepté tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. En se grattant le nez, Oliver a dit que c'était comme s'il avait obtenu la permission de son frère. Le visage d'Eugène s'assombrit de frustration et de désespoir, et il réfléchit à ce que cela pouvait signifier quelque chose comme ça. Après un certain temps, Eugène gisait désespérément sur le sol parmi certaines de ses affaires éparpillées sur le sol et des cartons. En pensant à la surprotection de son frère, il se demanda pourquoi il se comportait de cette façon. Était-ce vraiment un effet secondaire d'un retour dans le temps? Mais ensuite, il reprit ses esprits et, se levant du sol, il s'écria que ce n'était plus la chose la plus importante maintenant. Il a commencé à fouiller dans les cartons de ses affaires pour prendre tous les essentiels et s'enfuir avant le retour de son frère. Jetant son sac à dos sur son épaule, il se dirigea vers la porte, pensant que s'il commettait une erreur, il passerait toute sa vie enfermé. Mais, en ouvrant la porte, il remarqua qu'un homme énorme se tenait devant elle, et le type ne s'arrêta pas immédiatement. L'homme fronça les sourcils et lui demanda ce dont il avait besoin. Eugène a saisi la porte avec sa main de peur et a tranquillement salué l'homme. Il s'est avéré que l'homme était Steven, un chasseur du vide de classe A
et le confident d'Oliver doté de puissantes compétences défensives. Eugene lui a demandé s'il voulait s'éloigner de l'allée pendant un moment, ce à quoi Stephen a répondu qu'il ne pouvait pas, et son ton était tel qu'il n'y avait pas de discussion. Steven tendit la main, la posant sur la porte entr'ouverte, bloquant le passage, et il dit que le chef avait ordonné de s'assurer qu'il ne partait pas. Pourtant, Eugène ne s'est pas calmé et a commencé à essayer de partir, criant qu'il ne tarderait pas, ce à quoi Stephen, l'empêchant de le laisser, lui a répondu qu'il n'était pas autorisé. Le gars lui a demandé quelle différence cela faisait pour lui où il allait. En réponse à cela, l'homme se contenta de se frotter le visage avec lassitude et de soupirer. Il a posé sa grosse main sur l'épaule du gars et lui a dit qu'il ne parlerait pas longtemps. Et puis il a dit au gars de retourner docilement dans la pièce, sinon il le pousserait là-bas. Une énergie effrayante a commencé à émaner du corps de l'homme. Le corps tout entier du type tremblait sous les larges paumes de Stephen posées sur ses épaules, et il ne faisait qu'émettre un bruit étranglé. Il pensait que c'était possible, comme s'il supprimait tout son corps, ce sentiment particulier de peur. Bref, libération des chasseurs de haut niveau. Il est comme un herbivore debout devant un prédateur. Tandis qu'il continuait à trembler, Eugène commença à se dire qu'il ne devait pas avoir peur. Et puis un message est apparu indiquant que la résistance à la peur avait été activée, la suppression avait été annulée. La compétence commença à faire effet, et Eugène remarqua que grâce à la compétence, son tremblement avait disparu. Il y eut de subtils éclairs bleus dans les yeux d'Eugène, avant que sa peur ne disparaisse complètement. Et maintenant, il pensait que le redoutable Stephen ne ressemblait plus à un prédateur, mais à un doux chiot. Et maintenant, Eugène est passé en mode lapin enragé, et lui, grimaçant, a ordonné à l'homme de le laisser partir, puis lui a demandé ce qu'il faisait. En lui frappant la poitrine avec son doigt, il lui a demandé s'il ne connaissait pas vraiment les lois de la République de Corée. Puis il a répondu que toute personne a droit à la liberté, donc l'enfermer ici est un crime. Il a dit qu'il devrait vraiment aller voir le policier. Mais Stephen l'a ensuite attrapé par le col de son t-shirt. En le soulevant du sol, il a dit que c'était une punition. Puis il a demandé au gars s'il voulait être traîné dans sa chambre, ce à quoi Eugène, déjà résigné, a répondu que non. Puis il s'est excusé. Il pensait désespérément que, avec ou sans talent, il n'était rien. Steven a commencé à repousser le gars dans l'appartement, mais il a ensuite posé ses mains et ses pieds contre les murs. Il a commencé à examiner frénétiquement diverses options, pensant qu'il avait tellement de compétences qu'il pouvait donc faire quelque chose. Son regard s'est posé sur la compétence « coupe prometteuse » et le gars a activé cette compétence. Et puis le gars s'est retourné, attrapant l'homme par le visage, et Eugene a crié en lui demandant ce que c'était. En regardant le visage de l'homme confus, il vit son niveau d'éveil possible, ses compétences et ses caractéristiques. Eugène fut surpris de découvrir que le niveau d'éveil possible de Steven était AS, ce qui signifiait qu'il pouvait y avoir 2 chasseurs de classe S dans les abysses. Eugène a commencé à tirer l'homme par les oreilles et les cheveux, pensant à quel point c'était pathétique. Ne pouvait-il pas changer cela d'une manière ou d'une autre? Il y avait un message selon lequel, en élevant un objet dans un état incomplet, après avoir utilisé le mot de code, il peut utiliser « mon bébé est le meilleur » et acquérir les compétences de classe S qui ont échoué. Après avoir lu ceci, Eugène a pensé qu'il pourrait résoudre le problème par l'éducation, car s'il éduque un homme, alors il semble lui obéir docilement. Après s'être calmé, Eugène a décidé de profiter de cette opportunité, mais il s'est ensuite rappelé qu'il devait prononcer le mot de code « amour ». Le visage de Steven avait l'air extrêmement ennuyé lorsqu'il lui a demandé ce qu'il faisait. Évidemment, on ne peut pas dire à une personne comme ça qu'on l'aime. Mais Eugène a décidé de tenter sa chance et lui a dit de regarder ici. Et puis, il a décidé de faire un cœur avec ses doigts. Stephen le regarda avec perplexité. Ensuite, le gars a décidé de redoubler d'efforts et a fait un cœur à 2 mains, et Stephen a recommencé à s'énerver. Il a jeté le gars dans l'appartement en lui disant d'arrêter ses gestes désagréables et de revenir. Et Eugène a prié mentalement pour que son mot de passe soit changé. Quelques heures plus tard, c'était déjà le soir. Oliver entra dans le bureau. Regardant son frère allongé sur le sol, il lui demanda s'il s'était bien reposé, ce à quoi il répondit qu'il était en train de mourir ici. Soulevant son frère du sol, il lui demanda s'il devait emménager dans son appartement, car il n'aimait pas cet endroit. Et après avoir dit qu'il lui donnerait une chambre, Eugène répondit avec épuisement qu'il s'en fichait, parce que, en tout cas, il a enfermé. Oliver a juste soupiré. Puis il lui a dit de se remonter le moral, car il allait bientôt le libérer. En entendant cela, Eugène a vraiment remonté le moral et il a demandé avec impatience quand il pourrait sortir.
Se grattant maladroitement la joue, Oliver répondit que les abysses étaient actuellement retenus par de nombreux ennemis, mais s'ils devenaient les plus forts, alors ce problème disparaîtrait. Donc, son frère devait attendre qu'ils deviennent les plus forts. Eugène pensait avec agacement que cela prendrait plusieurs années dans le futur. Oliver prit la main de son frère en disant que dans 1 an, il balayerait tout sur son passage, tandis qu'Eugène, rendant l'âme, pensait que cela avait pris plus de 3 ans. Pendant ce temps, Oliver continuait en disant que parfois il lui permettait de sortir, mais seulement avec Stephen ou lui comme sécurité, et Eugene pensait que c'était comme promener un chien. Mais ensuite, Oliver a pensé au fait qu'il serait difficile de faire cela souvent, car il nettoie les donjons pendant plusieurs jours. Et il ne pourra pas non plus le confier quelque part en dessous de la classe B. Et puis Eugene s'est demandé s'il pouvait faire quelque chose avec ses capacités. Autrefois, toute sa journée, il cherchait des informations sur les chasseurs et se souvient donc clairement de qui deviendra un chasseur de haut rang. S'il entre et les apaise, il peut les réveiller et en guise de paiement pour leur réveil, il en fera ses gardes. Si cela le rend plus autoritaire, alors Oliver pourra également faire ce qu'il veut. Et puis Eugène s'est levé de joie et a dit qu'il trouverait un chasseur de classe A. Oliver regarda simplement son frère. Eugène était rempli du désir de retrouver tous les futurs chasseurs. Et puisque cela s'est produit, il doit alors rechercher de jeunes enfants faciles à convaincre. Il les apaisera bien et en fera ses chasseurs personnels. À genoux, Eugène écarta les bras, disant qu'il se retrouverait comme garde du corps de classe A et qu'il devrait ensuite lui donner la liberté. Puis Oliver lui a demandé comment il s'y prendrait. Paniqué, le gars a commencé à dire qu'il avait différentes méthodes. Soupçonnant quelque chose, Oliver demanda à son frère s'il s'était réveillé. Il a couru vers lui posant diverses questions sur ses compétences lui permettant de traquer des chasseurs de haut rang, craignant d'être encore plus ciblé maintenant. Eugène pensait qu'il ne devait en aucun cas dire la vérité, sinon il finirait dans un emprisonnement éternel. Abandonnant, il révéla qu'il n'était que de classe F. Il a dit qu'il pouvait déterminer les forts et les faibles du cours d'éveil prévu, et qu'il ne pouvait pas faire plus d'un éveil par mois. Oliver pensait que cela ne ferait pas de son frère une cible. Et puis il a dit qu'une alternative allait bientôt apparaître, à savoir un centre d'éveil, et le mécanisme avait déjà été révélé. En se grattant le visage, Eugène réalisa que le centre n'était pas encore ouvert à cette époque. Et quand il apparaîtra, alors n'importe qui pourra se réveiller en toute sécurité, alors le nombre d'escrocs diminuera et personne ne pourra utiliser ses compétences. Souriant, Eugène nota tranquillement que tout s'était bien passé. Il sourit joyeusement et dit que c'était une compétence inutile, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, donc il devrait juste lui donner une chance. Oliver avait déjà promis de leur donner la liberté, mais il a ensuite changé de sujet, proposant de décider où il irait, et Eugène a simplement sauté de joie. Il pensait que son frère ne pourrait pas le garder enfermé, car il éliminerait tous les chasseurs de classe S. Il les trouvera rapidement et augmentera sa puissance, et ainsi, il pourra même créer une guilde plus sérieuse que les abysses. Le lendemain, ils se rendirent à l'association sud-coréenne, un lieu d'inscription des éveillés. Les gens commencèrent à se retourner, remarquant Steven, le bouclier des abysses. Stephen marchait devant, attirant tous les regards, et Eugène marchait derrière. Les gens ont commencé à murmurer à propos de qui marchait à côté de Stephen, s'il y avait vraiment une nouvelle classe S. Quelques minutes plus tard, Eugène était enregistré comme chasseur de classe F. Eugene et Steven sont revenus, entendant des discussions sur les raisons pour lesquelles le gars faisait semblant d'être un classe S. Le gars a réfléchi à la chose la plus importante qu'il avait faite était de récupérer le matériel et il a regardé l'enveloppe avec l'argent d'Oliver. Lorsqu'il remarqua la somme d'1 milliard de won sur l'enveloppe, il fut tellement surpris que ses yeux s'écarquillèrent. Bientôt, il monta au 6e étage, où se trouvait le centre commercial des chasseurs. Il a été immédiatement accueilli par des consultants sympathiques qui lui ont demandé avec quel matériel il allait commencer. Ils lui mirent divers équipements qui améliorèrent ses capacités, qui ressemblaient à des bijoux élaborés. Puis Eugene demanda s'ils avaient quelque chose de plus simple. Ensuite, on lui a offert des boucles d'oreilles d'elfe noir, ce qui a augmenté son mana de 29 points. Et Eugène a décidé de s'acheter ces boucles d'oreilles. Il a également acquis de simples gants de cuir, qui augmentaient l'endurance et la force, ainsi qu'une ceinture légère, qui augmentait la dextérité. En regardant la fenêtre d'état, il remarqua qu'il possédait désormais des capacités de classe C. Il dit tranquillement que maintenant, avec l'argent restant, il achèterait un contrat, des potions et autre chose. Mais Steven, qui se tenait près de la voiture, a demandé au gars où il était allé. Après être monté dans la voiture, Eugène a rapporté qu'il était allé faire des courses
et a demandé s'il ne pouvait vraiment pas le faire, ce à quoi l'homme a répondu qu'il devait signaler où il allait. Il a dit que comme il n'y avait rien d'autre à faire, il revenait. Mais ensuite, Eugène lui a demandé de l'emmener ailleurs. En regardant par la fenêtre, il pensa que la sorcière des glaces Pénélope vivait quelque part dans cette région, qu'elle avait perdu ses parents et vivait avec des proches qui possédaient un restaurant de viande. Pénélope était une excellente chasseuse, même en classe A, donc ce niveau devrait satisfaire Oliver. Elle s'est réveillée à 18 ans, mais maintenant elle est toujours au lycée. Le gars pensait qu'il devait la retrouver le plus vite possible, signer un contrat et retrouver sa liberté. C'était déjà le soir dans la rue commerçante, et les lumières des magasins brillaient de mille feux. Eugène a commencé à demander aux gens s'ils connaissaient Pénélope. Cependant, tout le monde a déclaré à l'unanimité qu'il ne connaissait pas la jeune fille. Regardant autour de lui, tenant un corn dog à la main, il dit qu'il y avait plus de restaurants de viande qu'il ne le pensait. Devrait-il vraiment y aller tous? Il commença à réfléchir à la fin de tout cela. Mais ensuite, il sentit l'odeur de la viande frite. Stephen a dit qu'il était intéressé par la raison pour laquelle il était venu ici, car il y a des restaurants de viande près des abysses, ce à quoi il a seulement répondu qu'il ressentait une forte énergie ici. L'homme a marmonné que tout cela n'était qu'un pur canular, ce à quoi le gars a crié qu'il avait tout entendu. Il s'avança calmement, mais une fille sortit du coin en criant que, bien sûr, tout était de sa faute. En entendant cela, Eugène leva les yeux de son corn dog et regarda devant lui. Et la fille a crié, demandant combien de fois elle devait répéter que ce n'était pas elle, mais ce salaud de débutant. Un homme a regardé dans l'allée et a crié à la fille de réfléchir à l'endroit où elle avait compris, ce à quoi elle a simplement retiré son tablier, criant qu'elle détestait tout cela. Et puis, criant qu'il était plus facile de mourir, elle courut en avant. En regardant le visage de la jeune fille, Eugène crut l'avoir trouvée. Il essaya de l'arrêter, mais Pénélope s'était déjà enfuie au loin. Eugène tendit à Steven son corn dog, lui demandant de le tenir. Et puis il a couru en avant, pensant à d'où la fille avait obtenu une telle vitesse parce qu'elle ne s'était pas encore réveillée. La ceinture sur le corps du gars brillait d'une faible lumière bleue, et le corps d'Eugène a rapidement accéléré, soutenu par la puissance de l'équipement. Et le gars a couru dans les rues, créant le vent derrière lui et pensant que l'équipement était le meilleur du monde. Il courut à travers la foule, essayant de trouver la jeune fille du regard. Et puis, il remarqua Pénélope qui courait un peu en avant. Et puis, il l'a appelée, lui demandant si elle était Pénélope, ce qui a fait se retourner la jeune fille. Eugène lui dit qu'ils avaient besoin de parler un peu. S'arrêtant, Pénélope lui demanda si son oncle l'avait vraiment envoyée. Et puis, elle a couru à nouveau, disant qu'elle ne reviendrait pas, et Eugène lui a crié d'arrêter. Pénélope a couru sur la route et immédiatement une voiture a commencé à s'approcher et la jeune fille s'est arrêtée. Avant que la voiture ne la heurte, Eugene a couru et s'est éloigné de la voiture, poussant Pénélope à l'écart. Et ils se sont roulés éperdument sur le trottoir. Le conducteur était assis avec horreur au volant d'une voiture déjà arrêtée. La foule s'est arrêtée pour les regarder. Eugène a demandé à la jeune fille si elle était blessée. Et puis il a dit qu'il aimerait que la fin soit plus cool. Il s'est avéré qu'Eugène était étendu sur le sol et que Pénélope était assise sur lui. Elle lui a demandé s'il était un chasseur, ce à quoi il lui a seulement dit de le lâcher. Après un certain temps, ils atteignirent un restaurant de viande. La viande était en train de frire avec fracas sur la cuisinière. Eugène s'exclama joyeusement, disant qu'il n'avait pas mangé de bœuf persillé depuis si longtemps. Il a dit à Pénélope qu'elle était assise en face d'elle et qu'elle mangeait son cœur pour pouvoir manger suffisamment. Et il a pensé que c'était bien qu'il paie avec une carte coopérative. Et puis il lui a demandé si elle pouvait manger ici, car son oncle a son propre restaurant de viande, ce à quoi elle a répondu que c'était de mauvais goût et lui a déconseillé d'y aller non plus. Et puis elle a dit qu'il ferait mieux de lui dire autre chose. Et puis elle a remarqué qu'il lui avait dit qu'il était le frère aîné d'Abyss. Et puis elle a demandé pourquoi une telle personne avait besoin d'elle. En souriant, Eugène répondit que c'était parce qu'une bonne énergie ne émanait pas de lui. En se levant de table, Pénélope dit qu'elle n'y croyait pas du tout et la remercia pour la nourriture. Et puis Eugene a inventé une histoire sur la façon dont il a connu ses parents et ils l'ont aidé lorsque ses parents sont décédés. Le gars a commencé à parler frénétiquement de la façon dont il était venu, bien que tardivement, rendre l'appareil, sinon il était tellement embarrassé. En mâchant à nouveau, Pénélope soupira et dit qu'elle s'en fichait, car elle avait déjà des gens qui essuyaient la salive et lui donnaient une claque sur la tête. En servant la viande, Eugène a dit qu'il réfléchissait à la façon de l'aider, puis sa force s'est avérée exceptionnelle. Et il a dit qu'il avait le pouvoir d'éveiller les autres.
Et puis, il a dit à Pénélope qu'elle pourrait obtenir au moins une note B. Eugène continua en disant qu'il était également sous la protection des abysses, afin qu'il puisse l'aider à y trouver un emploi de chasseresse. Et lui, si elle ne s'y oppose pas, veut devenir son parrain. Il lui tendit la main, lui demandant ce qu'elle en pensait, si elle voulait conclure un contrat avec lui et devenir chasseresse. Pénélope regarda l'homme avec surprise et lui demanda si elle pouvait vraiment devenir chasseuse. Eugene pensait que parmi les adolescents, ce métier était considéré comme le plus cool. Il pensa qu'il devait faire une sorte de spectacle pour l'attirer. Et des cercles bleus commencèrent à briller au-dessus de sa main. Et puis un paquet de papier brillant et un pinceau sont apparus devant lui, et le gars a demandé si la fille signerait le contrat. Sautant de sa chaise, Pénélope a demandé d'où il l'avait obtenu. Avait-il vraiment une sorte d'inventaire? Ce à quoi le gars a répondu qu'elle pouvait faire de même, et que ce contrat était aussi une chose spéciale, créée à partir d'objets de donjon. Après avoir écrit quelque chose dessus, il le tendit à la jeune fille. L'ayant attrapé, elle le regarda avec admiration, et Eugène dit qu'il lui suffisait de signer le contrat. Pénélope a lu à haute voix quelques conditions stipulant qu'elle devrait conclure un contrat avec les abysses pour garder secrète la compétence d'Eugène et être responsable de la garder pendant 1 an. Le gars a dit qu'il n'était qu'une classe F faible. Il avait donc besoin d'un garde du corps. Mais ensuite, Pénélope lui a demandé s'il serait gêné d'être protégé par un lycéen. Eugène a répondu qu'après le réveil, elle deviendrait beaucoup plus forte que lui, donc non. Puis la fille a demandé si elle pouvait devenir indépendante après le réveil. Elle regarda tristement la table quand Eugène lui demanda à nouveau. Et puis il a dit que c'était généralement possible. Les mineurs éveillés sont sur un pied d'égalité avec les adultes. Puis la fille a dit qu'elle signerait le contrat. Mais ensuite, Eugène attrapa le pinceau qu'elle tenait à la main. Et puis il a dit que tout devait être vérifié et que ces conditions ne figuraient pas encore dans ce contrat. Eugène a commencé à lui montrer quelque chose dans le contrat, disant qu'elle aurait pu être trompée. Prenant le contrat, il a déclaré que l'exécution du contrat devait être soigneusement surveillée. Elle avait donc toujours besoin d'un tuteur, et le visage de la jeune fille s'est immédiatement assombri. Eugène a dit qu'il ne fallait pas se laisser berner par une indépendance attrayante, mais Pénélope lui a demandé si ce tuteur la trompait. En regardant la jeune fille, Eugène lui demanda de quoi elle parlait. En détournant le regard, la jeune fille s'est exclamée que tout lui serait simplement retiré, au lieu de contrôler l'exécution. Elle serra fermement sa chemise, frustrée et en colère. Et soudain, quelqu'un a crié et a demandé où était Pénélope. Il s'est avéré que c'était l'oncle de Pénélope qui a crié avec irritation qu'on lui avait dit qu'elle était là. Eugène s'est levé de table pour se saluer et se présenter, mais l'homme ne l'a pas écouté, mais a seulement crié après la fille pour ne pas avoir fait ce qu'elle devait, et aussi pour s'être détendu quelque part. Il attrapa la main de la jeune fille pour l'emmener, puis Eugène s'exclama, arrêtant l'homme. Et puis il lui attrapa le bras, l'arrêtant. Finalement, l'homme a remarqué le gars et lui a demandé qui il était d'autre, à quel point il était proche de cette fille, ce à quoi le gars a répondu que tout n'était pas du tout comme ça. Eugène serra avec force la main de l'homme, et Pénélope recula un peu en se frottant la main. L'oncle de Pénélope a commencé à crier pour qu'on la lâche, et Eugène s'est tourné vers la jeune fille. Elle se tenait dos à cela, fronçant les sourcils, regardant quelque part vers le sol. Ses baskets étaient tellement usées qu'elles s'effondraient pratiquement. Se tournant vers l'homme, Eugène dit doucement qu'il comprenait maintenant ce qu'elle voulait dire. Et il lui demanda si elle voulait dire que rien ne valait mieux qu'un tel tuteur. Et Pénélope a crié activement que tout était ainsi et que son oncle était le pire. Elle l'a pointé du doigt et a crié qu'il s'était approprié l'héritage de ses parents et ne lui avait pas donné un centime pour ses dépenses de poche. Elle s'est exclamée qu'un jour, il ne lui avait donné qu'un parapluie en plastique bon marché, et quand il s'est effondré, elle a dû se couvrir d'un sac, les gens du restaurant ont commencé à se retourner. L'homme fronça encore plus les sourcils et dit qu'elle ne faisait que déshonorer les gens tout le temps. L'homme repoussa Eugène et s'avança vers Pénélope. Et puis Eugène tomba soudainement au sol. Pénélope et son oncle regardèrent le gars complètement choqués. Eugène était assis par terre lorsqu'une Pénélope inquiète lui a demandé s'il allait bien. Et un instant plus tard, Eugène a commencé à se tortiller sauvagement sur le sol, criant que ce type battait les gens. Il s'est assis par terre et a dit qu'il était possible de parler normalement. Pourquoi l'a-t-il poussé? Les larmes ont coulé sur les joues du gars quand il a dit qu'il venait d'arrêter la fille. Eugène a continué son jeu et a crié, lui demandant s'il allait aussi frapper la fille. Attrapant le gars par les vêtements, il se leva d'un bond en disant qu'il renversait effrontément la situation. Mais ensuite, Eugène a fait trébucher l'homme.
et l'homme s'envola instantanément face la première, vers la table. En se levant, Eugène, tenant un soda à la main, leur dit qu'il fallait faire attention, car les sols sont glissants. Il y avait des miettes de nourriture sur le visage de l'homme lorsqu'il se tourna pour le regarder. Mais ensuite, Eugène a de nouveau frappé le visage de l'homme contre la table. Il lui demanda avec inquiétude s'il avait encore glissé, tandis que Pénélope riait doucement derrière lui. Eugène a amené le visage de l'homme au grill, lui demandant comment il n'avait pas honte qu'un enfant soit volé. L'homme a crié de panique. Fronçant les sourcils, Eugène dit qu'il le détruirait s'il ne comprenait pas encore comment traiter la fille. Pénélope s'est exclamé que ce son « bang » était comme dans la lutte, ce à quoi le gars a répondu que ce son ne venait pas de lui. Et puis, en se retournant, il remarqua que le bruit venait de la rue. Et puis Stephen a fait irruption dans la pièce. Pendant ce temps, quelque chose se passait dans la rue, provoquant la panique. Il s'est avéré qu'un énorme monstre noir doté de nombreux yeux a surgi du sol. Le monstre ouvrit sa bouche ronde, d'où jaillit du liquide, ainsi qu'un cri assourdissant. Les gens ont fui dans les rues en panique. Il s'est avéré qu'un donjon s'était ouvert à proximité. Eugène et Pénélope ont couru dehors, et Stephen leur a dit de s'éloigner car c'était dangereux. L'homme, disant qu'il allait l'arrêter, retira sa main et un hexagone brillait sur son poing. Et puis il a heurté le sol avec force, faisant briller un faisceau de lumière brillant. Et puis l'asphalte devant lui formait un haut mur qui les protégeait. Et puis Stephen leur a crié de saisir leur chance et de s'enfuir. Eugène, paniqué, pensa que ce n'était pas le cas dans ses souvenirs. Pourquoi un monstre est-il soudainement apparu? Pendant que le gars réfléchissait à cela, Stephen s'est assis par terre, leur disant de partir rapidement. Et puis il s'est décollé du sol et, survolant le mur, s'est envolé. Il balança brusquement son pied, repoussant les tentacules noirs du monstre loin du mur. Et puis, avec un éclair lumineux, il atterrit directement sur le monstre, le frappant. Cependant, le monstre est resté mou sous les pieds de l'homme sans subir aucun dommage. Et puis, il a commencé à frapper l'homme. Il y a eu à nouveau une explosion. Les gens ont crié que le monstre était déjà en train de grimper par-dessus le mur. Pénélope et son oncle se sont également enfuis. Mais ensuite, la jeune fille a marché sur son lacet. Et puis, elle est tombée par terre. Et le monstre lança aussitôt rapidement ses tentacules noirs vers elle. Mais avant de toucher la fille, elle est entrée en collision avec quelque chose. Il s'est avéré que c'était Eugène qui tenait un bouclier. Se tournant autour d'elle, Eugène cria qu'il devait courir. Et puis, ils se sont enfuis ensemble. Pénélope regarda le dos du gars avec un visage confus alors qu'il lui tenait la main. Ils atteignirent l'entrée du refuge, qui se trouvait dans un centre commercial. Le gars lui a dit d'entrer, ce à quoi Pénélope lui a demandé ce qu'il en était. Eugène a répondu qu'il devait rentrer. Il pensait avoir déjà vu un tel monstre. Ils sont faibles seuls, donc ils se déplacent en meute. Et si vous ne vous en débarrassez pas rapidement, ils deviendront un véritable casse-tête. Puisque Steven est spécialisé dans la défense, il ne dispose pas de compétences distinctes pour l'attaque. Et par conséquent, il est clairement désavantagé dans la bataille contre un tel monstre. Eugene pensait que quoi qu'il arrive, il devait trouver un moyen d'aider Stephen. Mais ensuite, Pénélope lui a attrapé la main et a crié qu'elle irait aussi. Elle lui a dit de la réveiller pour qu'elle puisse aller se battre. Eugène s'est exclamé qu'il ne ferait pas ça, parce qu'elle n'avait pas encore signé le contrat. Et Pénélope lui a demandé s'il avait vraiment peur qu'elle revienne sur ses paroles. Puis elle a crié qu'elle ne le ferait pas. Et en plus, la situation est critique.